Bonjour Internet et bon mois de décembre qui commence. Oui, c'est une partie numéro 2 du On joue à quoi? C'est-à-dire que je vais vous partager, comme mes collègues l'ont fait hier, les jeux auxquels j'ai joué dans le mois dernier, puis même dans les derniers mois, parce que j'étais en représentation pour un spectacle qui s'appelle 176 pas, qui est super cool. Mise en scène par Simon Boudreau, Marie-Josée Bastien, musique de Ariane Moffat, texte de Fanny Britt, puis on s'en vient à Québec ce printemps, fait que si ça vous intéresse, vous viendrez voir ça. Donc oui, j'ai pas eu le temps de participer au tournage du On joue à quoi pour partager les jeux qu'on a essayés, puis il y en a tellement que ben là, il va falloir que j'en parle. Puis c'est là que ça se passe. Petit détail que tu dois savoir, au Québec, c'est la grève de plusieurs institutions gouvernementales, entre autres les écoles. Alors mes enfants sont à la maison, ça se peut que tu entendes des petits bruits. C'est ça qui se passe. Go les profs. Alors voilà, à quoi j'ai joué. Premièrement, on a reçu beaucoup de matériel de jeux de rôle, hein, parce que tu le sais peut-être pas, mais Etugame a une chaîne YouTube dédiée exclusivement aux jeux de rôle. Fait qu'on a reçu beaucoup de matériel JDR. Fait que je vais passer rapidement, mais si tu veux aller voir sur notre chaîne, je vais faire plein de critiques de ces produits-là. On a en plus un défi ce mois-ci, on essaye d'atteindre 5000 abonnés pour les 1 an de la chaîne Jeux de rôle. Fait que si t'es pas abonné, si tu veux nous encourager, vas-y! Fait qu'en premier lieu, on a testé beaucoup les produits de Geekwood. Fait que Geekwood, c'est une boutique en ligne québécoise qui vend des accessoires jeux de rôle. Mais oui, donc on parle de tour à dés, on parle de boîtes pour des dés. Regarde ça, ici, une boîte comme ça, que ça c'est fait artisanal, parce que tu peux mettre toutes tes dés, tes miniatures, tu peux même rouler dans le couvercle. C'est des super beaux produits. Ils sont pas tous construits au Québec, mais ils ont une super belle sélection quand même, tu sais, même des dés de métal. Check ça comment ça roule bien. Puis on a mis dans la description un lien affilié. Si ça t'intéresse, si tu veux renouveler ta collection de dés ou d'accessoires pour toi ou ton maître de jeu, tu peux aller faire ça pour encourager. Boutique québécoise, regardez ça. Free League aussi, qui est une super compagnie qui produit des livres de jeux de rôle, nous a envoyé toutes sortes de matériel. On a reçu du stock pour Dragonbane. C'est tellement le fun. Je joue un marchand. Fait que c'est des classes vraiment nouvelles. Il y a des malards, des hommes canards. C'est un univers qui est vraiment flyé, qui est sombre, qui est violent et mortel aussi. J'ai adoré Dragonbane. On a aussi le starter set de Blade Runner, le jeu de rôle, qui permet de jouer un Blade Runner, donc à la recherche de réplicants cachés dans la société humaine, des robots qui sont tellement près d'être un être humain que c'est très très difficile à détecter. Et où tu peux jouer un réplicant qui travaille pour le département de police de Los Angeles. Vraiment awesome, le système est super cool, je vais en parler sur la chaîne. Et aussi, on a été contacté par une application jeu de rôle qui s'appelle Asa Kelly. Cette application-là est présentement en financement participatif et c'est une application qui se présente comme un allié des maîtres de jeu. Donc que ce soit pour un setting futuriste, moderne, médiéval, ça va générer des quêtes, des personnages et des butins. Ben, c'est une application qui peut nous aider à générer ces informations-là sans faire ralentir le jeu, puis qu'on ait à sortir des livres, puis à rouler des trucs. Fait que j'ai été très intéressé par le processus. En plus, c'est fait par des passionnés. Si vous voulez participer au bêta, avoir accès au bêta quand il va être disponible, c'est seulement 20 € sur leur page. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, c'est le genre de choses qui peut vous être utile pour vos parties, ben, allez voir, puis donnez-moi les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez si vous essayez le bêta. Je suis curieux de voir la suite pour cette application. Maintenant, pour les jeux de société, qu'est-ce qu'on a essayé récemment? Ben, vous le savez, j'ai parlé un petit peu du jeu Hamlet. Donc, c'est un jeu de, de construction de village et de pick-up and delivery. Puis, le jeu est maintenant disponible en français. J'avais essayé la version anglaise. Et donc, pour ceux que ça intéresse, c'est un jeu où on va construire un village collectivement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les tuiles village qu'on va graduellement construire, c'est pas des petites tuiles carrées ou des hexagones, c'est des formes un peu étranges, nouvelles. Et ce qui est cool, c'est que ça va vraiment créer l'idée d'un village qui émerge de façon un peu chaotique. C'est pas beau, c'est pas square. Tu sais, moi, j'aime ça, les jeux où est-ce que ta ville a pas l'air d'une vraie ville. Puis un village médiéval, en plus, c'est tellement étrange comment ça se crée. Il y a des petits chemins de travers,
Pourquoi est-ce que la Syrie est proche de la forêt? Ben, c'est juste parce que ça va être moins long à traverser pour amener le bois, pour pouvoir faire des planches, pour pouvoir construire plus de bâtiments. Moi j'ai trouvé ça intéressant, Hamlet, mais même chose, je trouve que le pick-up and delivery, la façon dont on crée des routes dans ce jeu-là, est pas intuitive à comprendre. Il y a des ponts, il y a des ânes. On finit par saisir un peu les distinctions, mais ça prend du temps. Puis moi, c'était un peu mon bémol par rapport au jeu, mais si ça vous intéresse pour aller, regardez ça. Fait que je peux vous parler de la prophétie du vieux chêne, qui est un jeu chez Lucky Duck Kids. C'est très inspiré de Chronicles of Crime. Donc c'est un jeu où tu as besoin d'une application pour voir une scène en espèce de réalité augmentée. Ici, dans la prophétie du vieux chêne, c'est on doit réaliser des quêtes et le jeu nous plonge dans certains environnements. Puis on se déplace de lieu en lieu, puis à chaque fois qu'on arrive dans un lieu, on peut observer. Donc vous installez l'application, l'enfant l'a dans les mains, il tourne et il observe les choses qu'il voit. Ah, je vois un poulet! Ah, je vois un lieu, une pancarte avec une grotte! Et on sort les cartes associées aux éléments qui ont été vus dans la scène qu'on a observée comme ça. Si vous avez joué à Chronicles of Crime, c'est à peu près le même principe, sans meurtre sanglant. J'ai trouvé ça bien. Je pense que ce qui excite le plus les enfants dans ce jeu-là, c'est vraiment les petites séquences d'observation via l'application. Mais moi, je dois dire que j'ai toujours eu du mal quand un jeu intègre des trucs d'application, surtout pour les enfants, parce que c'est pas parce que je veux pas que mes enfants consomment du iPad ou de l'écran, mais c'est que c'est souvent générateur de conflits. Je sais pas si vous avez vécu ça, mais t'as une application, t'as 2 ou 3 enfants qui sont comme non. Et moi, c'est là où des fois je trouve que le jeu devient plus une source de conflit qu'une source de on s'unit tous autour d'un même plateau pour résoudre un problème. Les petites aventures sont sympathiques, les personnages sont bien, je pense qu'on en garde des bons souvenirs, mais tu vois, j'ai pas eu plus que ça l'instinct de le ressortir avec les enfants parce que j'aimais pas trop les moments que ça créait. Ensuite, niveau jeu jeunesse, on a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est Fluffy Valley, un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière. Donc c'est édité par Lucky. Et c'est un premier jeu de placement d'ouvriers. On pourrait dire ça comme ça, là. Mon premier placement d'ouvrier. Jeu pour la famille. On a des petits chiens de prairie, 4 chiens de prairie, qui vont devoir entreposer de la nourriture et des ressources pour l'hiver. Ils commencent tête en l'air et quand ils vont utiliser un des espaces du plateau, ben on va les lancer. Puis comme le plateau est surélevé, là, vous l'installez dans la boîte. Ils se mettent les fesses dans les airs comme ça, ils utilisent les buissons. Vous piochez dans un sac buisson pour essayer de trouver des baies. Ils peuvent aller dans la forêt, vous piochez dans la sac forêt pour essayer de trouver du miel ou de la paille ou peut-être des prédateurs. Moi j'ai vraiment aimé Fluffy Valley. Mes enfants aussi. Oui, ça reste un jeu qui est simple. Je jouerais pas à ça avec des adultes du tout, mais bon. C'est vraiment, ça remplit ses promesses. C'est un jeu familial qui donne aux enfants le plaisir de la réflexion aussi. Ah mon Dieu, comment est-ce qu'on pourrait faire pour... Ah, on va créer une amélioration, ou... Ah, maintenant qu'on a cette amélioration-là, on va aller de plus en plus là, parce qu'on peut trouver les ressources qu'on a besoin dans la forêt, on n'ira plus dans ce... J'ai vraiment aimé ça, c'est vraiment super chouette, c'est vraiment super beau, ça utilise bien la boîte, puis toutes les pièces du jeu au maximum. Fait que oui, j'ai vraiment aimé Fluffy Valley. Mes enfants aussi, c'est le jeu auquel on a le plus joué ce mois-ci. Pas trop fort les joues, hein, oubliez pas. Seigneur. Courage, on y arrive. Un autre jeu coop où on va travailler tous ensemble pour réaliser des missions en équipe, c'est Les Gardiens des Saisons. Donc, on incarne différents petits animaux de la forêt et on va se promener dans des mondes fantastiques des saisons. Fait qu'il y a un grand livre qui est un plateau de jeu qui représente l'automne, l'hiver, l'été, puis l'autre saison. Là. Fait qu'on se promène à l'intérieur et il y a un loup qui nous court après. Le grand principe du jeu, c'est qu'à chaque tour, on va tourner une carte. Et le dos d'une carte et la face de la carte suivante va nous indiquer quel personnage a roulé quel dé. C'est vraiment, au final, un roll and move. Où est-ce que si le lapin peut bouger de 3 espaces, ben, il peut se déplacer de 3 espaces vers le lieu de son choix. Il y a un petit peu de cachette parce qu'on ne veut pas être coincé par le loup, on ne veut pas être attrapé par le loup, fait qu'on peut aller dans différentes cachettes pour éviter que le loup se déplace vers nous. Parce que lui aussi, son déplacement est aléatoire à chaque tour.
Et on veut accumuler différents items qui sont cachés à travers les saisons. C'est le fun, je trouve que le jeu est super bien produit, et quand on est tous les pions en même temps à un endroit, un portail, on tourne la page et on est tous téléportés grâce à un petit trou dans le livre, dans une autre page, une autre saison. Ça, c'est super chouette. C'est un super bel effet de mise en jeu. Mais au final, je me suis un petit peu ennuyé comme adulte. Puis j'ai l'impression que mes filles n'ont pas été si emportées par les mécaniques du jeu. Il y a quand même certains scénarios où j'avais un peu l'impression de juste tourner autour de la saison pour pas me faire attraper par le loup. Puis que c'était un peu vain, qu'il y a des tours qui étaient vraiment plates, où c'était juste, ben gars, je vais aller là, oh non, le loup s'en vient, je vais aller là, oh non, le loup s'en vient. Les histoires sont cute, le jeu est mignon, mais mes enfants n'ont pas vraiment exprimé le désir d'y retourner, malheureusement. On a eu la chance de jouer il y a un petit bout de temps, j'ai pas eu le temps d'en parler, là, mais de Marvel Dagger, qui est une grosse boîte de Fantasy Flight, un jeu coopératif dans l'univers de Marvel. Le temps de jeu sur la boîte est autour de 2 heures, 3 heures. Puis c'est vraiment, en fait, les contrées de l'horreur, le célèbre jeu dans lequel on parcourt le monde pour vaincre des abominations à la Lovecraft. C'est le même jeu, ou presque, mais dans l'univers de Marvel. Donc on affronte, plutôt que d'affronter une abomination, c'est pas Shub-Niggurath, c'est Loki, par exemple. Fait que moi j'ai quand même trouvé ça intéressant. C'est sûr que j'ai plus le temps de jouer à des jeux à aussi gros déploiement, mais si vous êtes un fan des gros jeux de FFG là, comme ça, là, si vous avez aimé parcourir le monde dans les contrées de l'horreur, ben peut-être que vous allez être intéressé à tester cette version-là dans l'univers de Marvel, parce qu'il y a des twists qui étaient quand même intéressantes. Je trouvais ça bien quand même, mais oui, c'est un Ameritrash assez pur, où on lance beaucoup de dés, où on croise les doigts d'obtenir des succès pour aller jeter un œil sur notre explication pour ceux qui veulent découvrir le jeu. On a eu aussi la chance de jouer au jeu de cartes de War of the Ring, la guerre de l'anneau, le jeu de cartes, qui est un jeu qui reprend les principes du méga jeu à grand déploiement, la guerre de l'anneau, dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais qui le synthétise en jeu de cartes. Fait que oui, un jeu qui prend beaucoup moins de place que la grosse boîte de War of the Ring, qui est beaucoup plus abstrait aussi. Donc, à 2 joueurs uniquement. Un joueur joue les forces de l'ombre, l'autre joue les forces des peuples libres. Et on s'affronte sur différents terrains de bataille à chaque manche. Il y a les champs de bataille de la communauté. Fait qu'on essaie d'arrêter justement les petites gens d'aller porter l'anneau dans le Mordor. Et on a les grands champs de bataille sur lesquels des armées vont s'affronter. Mais ici, la twist qui est intéressante, c'est à chaque fois qu'on joue une carte, qu'on la commet sur un champ de bataille, on doit défausser une carte. Et ça, c'est chouette parce que c'est comme un sacrifice qui fait mal. Et les cartes défaussées, on peut les revoir. Ils vont normalement revenir dans le cycle de notre carte, de notre paquet de cartes. Mais il y a certains effets de jeu qui vont simplement les éliminer complètement de la partie. J'ai vraiment aimé toutes mes parties de War of the Ring. J'aime tellement cet univers-là. Mais je trouvais que c'était un peu abstrait pour mes goûts à moi. Oui, bien sûr, j'aime les jeux de cartes, puis les jeux de cartes, il y a toujours une certaine forme d'abstraction, c'est sûr, mais quand le jeu avec des miniatures existe, ça donne le goût de voir la carte de la Terre du Milieu, de déplacer des troupes, et là, on s'est vraiment un peu éloigné de ça. On n'a pas la grande carte. Mais j'ai trouvé ça bien quand même, c'est vraiment très intéressant, c'est un super bon jeu. Fait que si vous avez un ami qui trippe Seigneur des Anneaux, mais que vous avez peut-être pas le budget pour popper le gros War of the Ring, celui-là est très solide aussi, puis c'est un excellent jeu de cartes. On a aussi joué ici à Ancient Knowledge, qui est super bon. Un jeu expert chez Yellow. Donc, c'est un jeu dans lequel on va construire des monuments historiques. Fait qu'on a des cartes et on a une ligne du temps devant nous. Fait que ce qui est bien, c'est que chaque monument va arriver à différents moments de la ligne de temps et à la fin de notre tour, la ligne de temps est toujours décalée. Fait que graduellement, les monuments s'en vont toujours vers l'oubli, vers notre passé. Et la twist, c'est que les monuments arrivent toujours avec du savoir dessus, qui sont des petits jetons tablettes vraiment superbes. On pose ces petites tablettes-là et le but du jeu, c'est d'être capable le plus possible de retirer ces tablettes-là, d'accumuler le plus de savoir possible avant que les monuments tombent dans l'oubli. Parce que sinon, c'est des points négatifs. Mais il y a plein de cartes qui vont venir peut-être modifier des règles du jeu.
Alors peut-être que ces savoirs-là oubliés seront plus des points négatifs pour vous si vous jouez les bonnes cartes, ou si vous avez le bon nombre de cartes, ou si vous avez les bonnes reliques. C'est très chouette. Un jeu super simple, avec des cartes qui donnent un peu une impression de construction de moteur, engine building, tableau building un petit peu, mais avec des séquences. Tu veux faire un peu de la programmation, parce que tu sais que quand cette carte-là s'en va dans le passé, elle va déclencher un pouvoir qui va modifier telle carte, puis c'est super intéressant. J'ai bien aimé. Je pense que c'est un super bon jeu. Je ne sais pas si j'y rejouerai une vingtaine de fois. Possiblement, il y a vraiment beaucoup de stratégies différentes à aborder. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais j'ai eu aussi certains retours de joueurs qui sont embarqués avec nous, qui avaient l'impression de pas avoir moins de choix, qu'ils auraient aimé de faire comme hey, là, je me suis lourdement investi dans quelque chose qui finalement n'est juste pas sorti de toute la... C'est un peu les défauts de Ark Nova, Terraforming Mars par exemple. Donc il y a un très gros deck de cartes avec je pense 108 cartes. Fait que dépendamment du nombre de joueurs, tu vas croiser les doigts que certaines couleurs de cartes sortent pour toi, puis parfois ben, tu vas souhaiter en vain. Mais non, j'ai vraiment aimé les mécaniques, je dois dire. Un jeu de Rémi Mathieu, si je me trompe pas. Fait que oui, chapeau, j'ai vraiment aimé Ancient Knowledge. J'ai joué à Next Station Tokyo. Donc c'est un jeu de roll and write. C'est pas vraiment du roll and write, c'est plus du flip and write. Donc on va créer notre station de métro à Tokyo. Vous avez votre petit plan du métro. Et à chaque manche, vous allez avoir un crayon d'une différente couleur qui représente différentes lignes de métro. On va tourner les cartes et ça va vous dire de quel point vous devez vous rendre à quel autre point. Vous allez aller vers une station carré, rond, etc. Vous allez ainsi créer votre réseau et le but, c'est de toucher le plus de quartiers différents. Fait que les quartiers sont divisés par des lignes jaunes. Fait que tu veux aller dans plusieurs quartiers avec cette ligne-là. Mais le pointage, la fin de manche, va aussi être le nombre de quartiers que votre ligne traverse multiplié par le nombre de stations. Le plus grand nombre de stations que vous avez touché dans un même quartier. C'est vraiment tout simple, c'est vraiment chouette, c'est super thématique. Moi j'ai vraiment aimé ça, j'avais joué à Next Station London aussi qui est super bon. Next Station Tokyo a l'air d'être un peu plus complexe, je trouve que la carte est un peu plus... Elle est moins carrée, elle est plus octagonale, je sais pas comment dire. Fait que j'ai trouvé que c'était un peu plus dur de lire les points. Un petit peu. À la fin, là, on se grattait un peu la tête en faisant comme ça. J'ai-tu fait ça déjà? J'aurais-tu dû noter ça tantôt? Mais le concept est tellement fort. Le design est tellement superbe. Aussi, j'ai vraiment trouvé ça beau. Fait que voilà. On a joué aussi au jeu qui s'appelle Hunch. Hunch, le Nice Game, édité en français par Don't Panic Games. C'est un jeu de devinette. OK? Vous allez faire des points si vous êtes capable de faire deviner vos mots secrets aux autres. Et les autres vont faire des points s'ils sont capables de découvrir vos mots. Fait que c'est gagnant-gagnant. C'est pas un jeu coopératif parce qu'à la fin, c'est le joueur avec le plus de points qui gagne, mais quand même, on a tous un incitatif à travailler ensemble un petit peu. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à chaque manche, on a tous les mots possibles qui sont au centre de la table. Donc, il y a beaucoup de fausses pistes. Là. On pense qu'on se retrouve avec quelque chose comme une vingtaine de mots. Et on doit chacun créer des indices. Fait qu'on crée un indice sur une petite plaquette. Moi, je dis, bon, là, je vois qu'il y a le mot ours polaire. Là, fait que peut-être quelqu'un va vouloir le mot indice animal. Fait que là, t'écris sur la feuille animal. Et les autres vont faire de même. Et on révèle ces indices-là. Et à tour de rôle, on va miser sur les indices des autres. Donc, s'il y a quelqu'un qui a écrit le parfait indice pour le mot que vous essayez de faire deviner, vous allez faire comme « Oh, Dan, c'est trop bon ce que tu as écrit, je vais te donner 5 piastres! » On a de l'argent aussi dans le jeu pour miser. 5 piastres pour avoir ton mot animal! Puis là, t'es comme « Oh, cool! » Puis là, tu prends animal et tu le mets devant la carte que tu crois associée à ce qui va aider les autres à deviner que c'est ça la nature du mot. Fait que c'est un jeu où on va donner des indices, mais des indices créés par les joueurs et on va miser sur ces indices-là. Tu sais, la prémisse est super cool. Je dois dire que quand on a joué, concrètement, ce qui est arrivé, c'est que souvent, on se retrouvait devant une manche où les gens avaient créé des indices qui ne servaient à rien. Genre, c'était genre, man, tu t'as écrit un indice qui serait super pour faire deviner un mot que personne n'a choisi. Fait que t'es comme, personne veut animal. Ou t'es comme, ok, je vais prendre animal. Là, tu prends animal un peu parce que c'est le seul indice qui représente un petit peu le mot que tu veux faire deviner. Puis là, tu le mets. Puis au final, au fil des manches, t'as un mot caché, secret, que t'essaies de faire deviner,
que le seul mot, le seul indice que les autres ont, c'est un mot qui est genre, qui représente à 15% ton indice. Puis là, les autres font, bon, mais ça doit être ours polaire. C'est comme, non, c'est pas ours polaire. Mais je trouvais que ça ressemblait un petit peu. C'était comme un jeu de devinette où, au final, on n'a pas eu beaucoup d'outils pour faire deviner on en a quand même plusieurs, des mots à faire deviner. Fait que, oui, doux amer, je dirais. Je sais pas trop. Je trouvais ça le fun, je trouvais ça drôle parce qu'il y a quand même beaucoup de rigolade autour de la table quand on voit que les indices adonnent juste pas ou que tout le monde se bat pour le seul indice qui finalement correspond à 3 ou 4 mots qu'on essaye de faire deviner. Fait que tout le monde, il y a comme une guerre d'enchères pour ce seul indice solitaire. Mais c'est un peu dommage parce que c'est un peu décevant aussi quand t'as l'impression que t'as pas écrit des bons indices, que personne veut aller chez vous, que personne veut deviner chez vous parce que ça donne un peu par hasard que il y a juste pas dans l'économie d'indices quelque chose qui est sorti pour t'aider. Fait que oui, c'est ça. Hunch, je dirais, pas pire. Ensuite, on a joué aussi à Paint the Roses. Paint the Roses, qui est un jeu coopératif où on tente de comprendre et de créer un jardin pour la Dame de Cœur, le personnage de Alice au Pays des Merveilles, sans se faire couper la tête par elle. Parce que la Dame de Cœur a toutes sortes de caprices. Donc, elle veut que le jardin soit fait d'une certaine façon. C'est un jeu de déduction coopératif. C'est-à-dire qu'on a dans les mains des caprices de la reine. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que je pourrais avoir un truc où est-ce que il faut qu'un bosquet rouge soit à côté d'un bosquet jaune. Et ce qui arrive, c'est qu'à chaque tour, on va poser une tuile sur le plateau jardin. Et si cette tuile-là correspond à un motif qu'on a sur une des cartes qu'on a en main, on va y poser un cube. Et là, à force que ces petits jardins-là se créent, ça se peut par exemple que, si mon motif c'est rouge et jaune, par exemple, ben ça se peut que la tuile rouge que je place est à côté de 2 jaunes. Je place 2 cubes pour faire cette tuile-là que je viens de placer correspond à 2 fois un motif que j'ai dans la main. Et là, il faut que tous ensemble, on ne peut pas parler des caprices qu'on a en main, mais il faut qu'on déduise selon les cubes qui ont été placés, qu'est-ce que les autres joueurs ont dans la main. Et ce qui est chouette, c'est qu'à chaque tour de chaque joueur, on doit prendre une chance de faire « Je pense que tu as ça dans les mains ». Et si on a raison, si on devine bien, on avance, on est capable d'aller de plus en plus loin sur la piste. Et si on a tort, ben c'est la reine qui avance et qui va avancer de plus en plus vite. Il y a des mécaniques super intéressantes dans le jeu. Par exemple, quand on passe certains points sur la piste de score qui nous amène plus proche de la victoire, ben on donne aussi plus de momentum à la Dame de Cœur. Ça veut dire quand on se trompe, ben on paye encore plus. Fait qu'on veut pas avancer trop vite sur la... On veut avoir comme un rythme de progression de points assez régulier. Mais si on avance trop vite, ben on va donner vraiment beaucoup de momentum à la Dame de Cœur. Puis là, chaque erreur, ça va nous coûter très très cher. Il y a les points négatifs propres, je pense, à ce genre de jeu de déduction-là. C'est que tu espères que tout le monde a bien compris le concept. Parce que tu joues avec des gens, puis il faut qu'ils te donnent la bonne information pour que tu avances. Puis si, ah non, excuse-moi, oh oui, ça faisait 2 fois le... Ça répondait correctement 2 fois au motif sur ma carte, puis je l'ai pas mis, j'ai oublié, je l'ai vu juste une fois, oh, je suis niaiseux. Ben là, ça y est, tu viens de me coûter la game, tu comprends? Moi, c'est ça qui me fâche un petit peu dans ce genre de jeu-là. Aussi, j'ai trouvé ça dur qu'on doit deviner à chaque manche, on est obligé. Fait que des fois, t'as pas le choix d'essayer de deviner quand t'as vraiment pas beaucoup d'informations, puis ça fait avancer la reine. Oui, je comprends que ça fait avancer le jeu, mais je trouvais ça un peu plate, parce que dans les jeux de déduction, ce qui est le fun, c'est d'accumuler l'information un peu à ton rythme, puis de choisir quand tu prends une chance. Pas vraiment ici, des fois, t'as vraiment la tête sur le bio, t'as pas le choix. La reine va avancer, tu sais. C'est juste parce qu'il y a tellement de bons jeux de déduction. Je trouve que c'est un bon jeu, qui amène des bonnes idées, mais il y a plein de petites choses qui sont peut-être un petit peu moins intuitives, où on se sent peut-être un petit peu moins en confiance que des jeux, par exemple, comme Cryptid ou Planet X, à la recherche de Planet X, qui est un excellent jeu de déduction. Mais ici, on est dans du coopératif aussi. Fait que c'est pas compétitif. Fait qu'il y a peut-être un plus pour ce jeu-là, si c'est votre genre de jeu. Et finalement, on a Earthborn Rangers, qui est mon gros coup de cœur du mois, voire peut-être de l'année. Fait que Earthborn Rangers, c'est un jeu de Andrew Navarro, qui est un ancien de Fantasy Flight Games. Fait que c'est une boîte de jeux américaine qui produit des gros jeux de cartes. Pensez à Horror à Arkham, le jeu de cartes, ou des jeux comme Marvel Champions, le jeu de cartes.
Donc c'est des jeux de deck building où notre deck va représenter un peu notre personnage, avec ses forces, ses faiblesses. Fait que Marvel construisait déjà beaucoup sur le concept de Arkham Horror, puis Andrew Navarro a quitté la compagnie, mais a quand même gardé en tête toutes ces idées mécaniques-là. Il est allé, je pense, encore plus loin dans Earthborn Rangers. Donc si vous aimez les jeux de deck building narratif, où votre deck raconte une histoire, raconte un personnage, je pense que vous allez être très intrigué par Earthborn Rangers. La compagnie aussi qu'Andrew Navarro a lancée avec d'autres personnes. Bien sûr, il y a tout un lot de collaborateurs, d'illustrateurs et illustratrices qui travaillent dans ce jeu-là. Le principe, c'est que c'est un jeu aussi qui se veut thématiquement et au niveau de la production de l'édition, un jeu qui respecte l'environnement. Donc, toute la boîte ici est recyclable. Mais à l'intérieur, tout le contenu est complètement 100% recyclable. Fait que ce soit l'emballage des cartes, les cartes, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de plastique. Fait que ça, c'est vraiment super. Ce jeu-là peut retourner à la nature. Puis les principes de Earthborn Rangers, c'est qu'on est un ranger. Dans un monde futuriste où l'humanité a dû repenser ses sociétés. Fait que les sociétés modernes se sont effritées parce que impossible à soutenir indéfiniment. Puis dans ce Brave New World, vraiment loin dans le futur, on parle beaucoup de reconnecter avec la nature. Et dans les mécaniques de jeu aussi, on est vraiment moins dans la domination, on est moins dans l'extermination. Fait que quand il y a des menaces sur notre chemin, le but du jeu ici, ça va être un peu d'explorer la vallée. Et chaque chemin va proposer différents sets de cartes obstacles. Si vous traversez une forêt, ben, vous allez avoir le set de cartes forêt. Si vous traversez une tourbière, ben, vous allez tomber sur des moules, vous allez tomber sur des estuaires, vous allez tomber peut-être sur des genres de crabes géants bizarres. Mais les crabes, vous n'aurez pas besoin de les tuer. Les crabes, vous allez peut-être pouvoir les nourrir, leur parler, les contourner, les évader. Puis il a fallu tellement que je switch mon cerveau, passer du mode Arkham Horror de bang, 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 on va tirer tout le monde au machine gun à et si je me baignais ce tour-ci, si j'allais juste me baigner pour réduire ma fatigue. C'est tellement cool! Un jeu d'exploration bac à sable qui nous fait penser beaucoup à Breath of the Wild. Ce genre de jeu-là où Red Dead Redemption, au niveau de t'as un grand univers à explorer, il y a plein de quêtes, choisis lesquelles t'intéressent. Fait qu'il n'y a pas de main storyline, il y en a un petit peu quand même, mais je veux dire, il te lance vraiment dans l'exploration d'une carte qui est vraiment massive. Fait que oui, le jeu est dispendieux, mais pensez, entre autres, production locale, ça va augmenter les coûts, mais à l'intérieur, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous lancer dans une vraie campagne. Vous n'avez pas besoin d'acheter 2 ou 3 sets, quand même des kits de doublage de cartes qui existent, mais je veux dire, vous pouvez faire aussi des proxys. Faites-le pour sauver la nature. Fait que non, t'as tout ce qu'il faut pour construire un personnage avec une personnalité, avec un emploi, des spécialités, des pouvoirs, des objets technologiques issus d'un monde futuriste. C'est vraiment, vraiment ultra cool. Je dirais que c'est pas un jeu qui est pour tout le monde, assurément. T'sais, si Horreur à Arkham vous donne mal à la tête et vous avez jamais compris les mots-clés, le jargon, les séquences de tours, les interactions de cartes, ben, on retrouve tout ça là-dedans. Et même un petit peu plus, je dirais. Tu sais, ben, c'est sûr qu'il faut que je me réapprivoise un peu le langage. Je dirais aussi qu'il y a un livret d'histoire. Donc, à chaque fois qu'on trouve une carte ou un lieu, ils vont nous demander de lire des passages dans un livret d'histoire. C'est bien fait, mais ça peut être déstabilisant. Il faut vraiment bien lire chaque étape une à la fois, parce que si on manque un chiffre qui nous dit « Ah! Si vous êtes dans le scénario 1, lisez l'entrée 91 et non l'entrée 43 de cette carte. » Ben, ça va vous lancer sur une toute autre piste. Fait qu'il faut être très prudent et aller doucement. C'est le genre de jeu qui propose ça aussi beaucoup, là, de juste une lente exploration zen. Fait que c'est vraiment un autre beat, mais j'aime tellement explorer ce monde-là. Si vous avez aimé Marvel Champions, vous avez aimé Horreur à Arkham, mais vous voulez quelque chose d'un petit peu plus peut-être zen, un peu plus pacifique, avec des missions comme livrer un panier de biscuits, Earthborn Rangers. Faut essayer ça. Fait que voilà Internet, c'était mon tour d'horizon des jeux auxquels on a joué ce mois-ci. Fait que j'espère que ça n'a pas été trop le chaos derrière moi au niveau du son. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, hein, que ce soit la chaîne Jeux de rôle ou la chaîne principale, la chaîne
jeux de société, mais faites-le. C'est un petit cadeau que vous nous faites en cette fin d'année, puis ça nous aide à continuer parce que on veut continuer à partager, à faire découvrir. Fait que bientôt, en plus, c'est nos tops de fin d'année, nos tops des meilleurs jeux de l'année. Fait que allez-y, dites-nous à quoi vous avez joué, qu'est-ce qu'il faut essayer pour ce top-là, quels sont selon vous les meilleurs jeux de 2023. Puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Merci à tous. Bon mois de décembre. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Je t'aime! Tu m'aimes! On s'aime! On est une famille! On gaspille pas ça! Les racines, c'est d'un jeu! J'ai les dés partout, ok? Papa!